Écoutez, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, M. Drouin en a parlé. Tout ce qui touche la main-d'œuvre est un sujet hyper sensible. Il y a même un peu d'émotion qui en ressort spécifiquement dans les régions, ressources. Écoutez, monsieur, ma première question serait pour vous, M. Bovin. À votre avis, quels sont les moyens à entreprendre pour être innovant, créatif et se démarquer pour tout ce qui touche là, la main-d'œuvre? Puis j'aimerais ça qu'on discute plus précisément au niveau des régions ressources, Ouais. puis l'impact de la démographie Ben, c'est ça. pour vous. Il faut parler d'où on vient, premièrement. Les régions ressources, on regarde la démographie, l'analyse démographique montre clairement qu'on a un vieillissement de la population qui est marqué. On n'a pas été non plus, à cause des stratégies gouvernementales, autant fédérales que provinciales, les bassins d'immigration n'ont pas été vers les régions ressources, ce qui fait en sorte que les statistiques aujourd'hui le démontrent. 25 de la population au Saguenay-Lac-Saint-Jean est à la retraite présentement. Si on va à Montréal, on est autour de 16 Fait qu'on a vraiment, la cloche démographique se déplace et on a, à cause des départs à la retraite, beaucoup d'emplois disponibles, malgré qu'il y a eu une baisse des emplois dans la région. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut valoriser soit des retours en région des gens des grands centres, ou aussi avoir des stratégies migratoires qui vont permettre de faciliter l'accès à la main-d'œuvre étrangère dans nos régions ressources. Il faut changer le modèle. Puis c'est pas juste tout le monde doit s'impliquer dans ces stratégies-là, autant au niveau du gouvernement fédéral que provincial. Si j'aime à dire aux gens, on est comme dans la maison des fous d'Astérix, là, ça prend le formulaire rose A38 pour accueillir un travailleur, mais concrètement, quand on parle que ça va prendre 10 à 15 mois recevoir un travailleur étranger, ça va coûter des 10-15 000 de frais en passant par des agences. Ça va bloquer l'arrivée de ces gens-là. Imaginez au niveau opérationnel, il faut que tu t'entendes avec ton syndicat pour dire je vais avoir quelqu'un, j'attribue le poste à quelqu'un qui va rentrer dans 15 mois. C'est inapplicable. C'est pour ça que ça va prendre des solutions concrètes. Moi, je disais récemment, il faudrait donner les visas de travail directement aux entreprises pro rata au quota d'importation qu'on a. On est capable d'être responsable pour qu'on aille les chercher là-bas et les amener chez nous. On va les prendre en charge, on va s'occuper du logement, mais ça va prendre aussi l'aide de la municipalité, du gouvernement pour aider les villes à changer le modèle migratoire des grands centres vers les régions ressources. Sinon, on ne s'en sortira pas. Peut-être là, nous partager, M. Bovin, si vous nous permettez, quelles sont vos stratégies, là, vos trucs, justement, là, contrer cet effet là, de la main-d'œuvre qui est difficile? Bien, écoutez, on a passé une période très difficile avec la pandémie. Ce qu'on voit, je pense que la pandémie a accéléré. Les gens qui étaient encore à l'emploi, qui étaient admissibles à une retraite, ça leur a permis de réfléchir, puis sont vraiment à retraite. Ça a mis beaucoup de pression sur nos cadres, sur les travailleurs également. La PCU a eu un impact, oui, mais je vous dirais, au niveau mental, au niveau des gens, des travailleurs, ça a eu un impact profond, la pandémie. Puis il faut vraiment avoir un super leadership. Il faut prendre soin de nos gens. Tu sais, quand je dis prendre soin de nos gens en usine, il faut les écouter, il faut les accompagner. Il a fallu réduire la cadence. Ils ont dit, ce qu'on vit présentement avec l'inflation, ce n'est pas une hausse de la demande qui est problématique, ce qui est le cas de l'inflation en temps normal. Notre capacité de production a diminué parce qu'on a dû réduire pour protéger nos gens. Pour protéger nos gens. Fait on va être dans un cycle comme ça pendant, je vous dirais, plusieurs mois. Moi, ce que je constate, le niveau d'employés, avant de dire qu'on va repartir vers de la croissance, il faut rétablir les volumes actuels avec les employés. Puis, je vous le dis, on a des stratégies pour miser. Ceux qui s'en sortent bien avaient déjà des stratégies migratoires pour des petites entreprises. Quand tu arrives avec des grosses entreprises de 400 travailleurs comme nous, avec un quota, oui, de 20 dans le secteur agroalimentaire, c'est inapplicable réellement, concrètement. On n'est pas capable d'atteindre ces plateaux-là. Puis, on va les loger où? Il faut que ces gens-là aient le goût de venir en région. Je vous dirais que pendant la pandémie, on avait accès à des travailleurs étrangers avant. Ils n'ont pas voulu revenir dans la région. Ils préfèrent rester à Montréal parce qu'en plus, il y a de l'emploi à Montréal. Fait qu'on faut mettre en place un chantier majeur pour repartir le secteur manufacturier. Puis dans notre cas, à nous, quand on est dans une usine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est le modèle numérique de dire on va déporter nos gens, travailler à la maison avec les ordinateurs. Ça ne fonctionne pas. Fait que le secteur manufacturier, on a vraiment un gros rattrapage à faire. Puis au-delà de la chaîne d'approvisionnement, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre est majeure. Puis qu'est-ce que je comprends, M. Boivin, c'est que l'assouplissement des règles de migration pour attirer le plus rapidement possible des gens de l'externe qui veulent venir en région,
serait une solution là, à court terme qui pourrait le pallier? Écoutez, Là? les visas de travail, les entreprises sont responsables. On mettrait de l'argent en fiducie pour garantir au gouvernement que si le travailleur étranger temporaire fait une gaffe, on le retourne dans son pays. Mais j'ai été moi-même dans des missions. J'ai été en Tunisie. Il y avait 10 000 personnes prêtes à travailler chez nous. Ils ont dû présélectionner les gens que j'ai rencontrés. Ça aurait été facile de remplir l'avion la semaine d'après. Mais les processus administratifs au niveau des classifications de travailleurs, la catégorie d'emploi, on parle de délais qui sont énormes. On n'a plus le temps d'attendre. Il faut donner aux entreprises. Puis je disais, donner les visas aux entreprises. On est responsable. Donnez-nous des visas de travail qu'on va pouvoir appliquer tout de suite pour dire on a un travailleur français qui est prêt à s'en venir au Québec parce qu'il aime le grand air. On en a. Les délais sont interminables. Puis on ne peut pas planifier des délais pour amener ces gens-là quand c'est 10 ou 15 mois. C'est impossible de planifier dans notre cas. Donc, l'idée est lancée. Je pense que c'est intéressant comme idée. Les gens qui nous écoutent présentement, je pense que faut aller vers des solutions. Il ne faut pas être que négatif. Mais c'est très dur. Tu sais, je te disais tantôt que je fais du fromage. C'est vrai, là, 3 jours semaine, je suis en production présentement pour aider les équipes. On peut le faire un bout de temps, là, mais ça devient facile. C'est quand même super. Je pensais que M. Boivin blaguait quand il me disait ça tout à l'heure. M. Boivin est sur la chaîne de production 3 jours semaine pour soutenir vos employés. Retourner faire le fromage, faire un peu de forme physique. Un peu de forme physique en même temps. Chez nous, on ne paye pas pour aller au gym. On est payé pour travailler et se mettre en forme. Je vous amène maintenant, M. Boivin, au niveau de l'approvisionnement. Quel est l'obstacle le plus important pour vous pour rapatrier toutes vos opérations au niveau local dans une région comme la nôtre? Bien, écoutez, on a toujours été, nous autres, très local. Pour moi, les fournisseurs québécois, mais malheureusement, il y a des composantes qui ne sont pas du tout produites au Québec, puis même au Canada. On parle, par exemple, nous, on fabrique un fromage fondu à tartiner. Il y a des pots de verre. Les pots de verre venaient d'Asie. On a réussi à trouver un fournisseur en Égypte avec notre fournisseur d'emballage québécois qui gère la sous-traitance, tout ça. Mais, on a dit, ceux qui utilisent des pots de verre, est-ce qu'on se construit une usine de pots de verre au Québec? Là, on sort du fromage. Là, fait que c'est beau penser des concepts, de dire on rapatrie la production de certaines composantes au Québec, mais c'est pas facile à mettre en place. Il y a un coût, puis on ne se le cachera pas. Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer l'inflation que va représenter un rapatriement de certains types de production au Québec? Parce que pourquoi que les gens sont allés vers l'Asie? Pourquoi que les gens vont ailleurs? C'est parce que le coût de l'emballage. Dans notre cas, nous, le lait local, ça, c'est sûr que ça, c'est une chose de régler. On a quand même des composants. Mais quand on va dans l'entretien maintenant des machines, l'entretien des machines, on ne se le cachera pas, les composantes viennent souvent d'Asie. Fait que toute la chaîne d'approvisionnement, on parlait du just-in-time, il y a un coût important parce qu'il faut repenser nos modèles, nos fournisseurs locaux qui nous assuraient un approvisionnement en pièces rapide. On parle maintenant de délai d'approvisionnement, ce qui prenait 2-3 jours à avoir avant. Là, on est à 2-3 mois. Fait que là, il faut se stocker. Une emballeuse qui est... Juste au cas où. Au cas où. Mais là, ça entraîne pour nous une baisse de compétitivité parce qu'il faut immobiliser du cash, de l'argent pour monter les inventaires. Donc, on monte les inventaires, ça prend de l'argent. Fait que c'est tous des modèles là, où le modèle Just-in-Time fonctionnait bien avant la pandémie. Là, on se retrouve il faut repenser nos modèles. Par rapport à ça, je me tourne maintenant de l'autre côté avec le professeur Joël Bouchard. Dans le cadre de vos études, professeur, qu'est-ce que vous avez constaté concernant toute la rupture de la chaîne d'approvisionnement, tous les contre-coups que les entreprises doivent traiter et gérer? En fait, il faut savoir que la rupture de la chaîne d'approvisionnement, ça a un impact sur tous les maillons de la chaîne, que ce soit le fournisseur, que ce soit l'entreprise manufacturière, que ce soit le détaillant et le consommateur. Il faut aussi savoir que les ruptures de chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas un phénomène nouveau, puis c'est causé par plein d'événements. Je pourrais vous donner des exemples, comme par exemple un embâcle qui s'est formé à l'hiver 2019 dans le golfe Saint-Laurent et ça a créé une rupture d'approvisionnement en matières premières pour les entreprises. Conséquence, des pertes financières de 6 millions de dollars pour 8 entreprises qui ont été sondées par la Société de développement économique du Saint-Laurent. Autre exemple, un blocus ferroviaire, des manifestations anti-gazoducs en février 2020, quelques semaines seulement avant la pandémie, a vraiment arrêté toute possibilité de transport ferroviaire. On sait que le transport ferroviaire, le transport maritime, c'est des maillons importants dans la chaîne d'approvisionnement.
Et donc, ça a fait en sorte que ça a créé vraiment une énorme pression, puis des problèmes d'approvisionnement en propane, en blé, en équipement en vrac, etc. Ces deux événements-là, ben, en fait, oui, effectivement, le transport par camionnage a pris la relève, mais le prix de transport par camionnage est plus élevé que le coût de transport par train, ce qui fait que ça a eu nécessairement un impact à la hausse sur les coûts de production qui ont généré des coûts des produits plus élevés, le prix des produits plus élevé. Certaines entreprises ont décidé de refiler l'augmentation des prix aux consommateurs, d'autres ont décidé de les absorber, mais ça a un impact direct sur la profitabilité. Fait que ces deux exemples-là montrent, hors de tout doute, déjà la fragilité de nos systèmes de gestion de chaînes d'approvisionnement que la pandémie a juste exacerbé. Empiré. La pandémie a par contre permis de montrer à tous l'énorme dépendance que nos entreprises d'ici ont face aux fournisseurs étrangers, principalement de l'Asie. Et donc, on s'est rendu compte, eux autres aussi en Asie, à cause des contraintes sanitaires, ils ont été obligés d'arrêter la production. Les usines ont été fermées. Énorme pénurie partout dans le monde d'un grand nombre de produits, ce qui fait que des entreprises d'ici ont été obligées de réduire la production, voire même cesser temporairement, voire même fermeture définitive, voire même perte de contrat incroyable parce qu'on n'est pas capable de satisfaire les exigences des clients. À la reprise, les employés mis à pied temporairement ne sont pas nécessairement au retour au travail. Il y en a qui décident, comme M. Boivin disait, de partir à la retraite. Ça met encore plus de pression sur les employés qui sont déjà existants. Le temps supplémentaire, la sous-traitance, ce n'est pas suffisant pour être capable de satisfaire la demande des clients. Autre constat, la pandémie a changé les habitudes de consommation. Les modèles de prévision qu'on avait établis sont devenus obsolètes. On n'avait pas été en mesure de prévoir des augmentations fulgurantes de mobilier de jardin, de farine, de papier hygiénique, de produits de rénovation, de matériaux de rénovation. Il n'y a aucun modèle de prévision qui nous aurait permis d'avoir des éléments d'information pour estimer cette demande future-là. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, nos dirigeants naviguent dans l'inconnu, et ça crée des difficultés au niveau de l'approvisionnement des matières premières. Comment on fait notre gestion des stocks? On ne connaît pas notre demande future. Comment on fait notre planification? On ne connaît pas notre demande future. Donc, ça fragilise encore plus les problèmes internes des organisations. Très intéressant, professeur. Je me tourne maintenant vers ma collègue Émilie. Parlant de prévision, Émilie, j'imagine qu'il y a des solutions là, qui ont été implantées dans les organisations. Quels sont les principaux avantages liés aux technologies, à l'utilisation des technologies en tout ce qui touche la chaîne d'approvisionnement? Pardon. C'est sûr que la technologie, c'est un levier. Donc, c'est là pour accompagner la croissance des organisations. C'est là pour faciliter les opérations quotidiennes. Ça nous permet de se concentrer sur les activités qui ont une valeur ajoutée, puis les exécuter de façon plus efficace. C'est pas là nécessairement pour remplacer. Donc, on parle de le mot levier est un terme bien approprié dans le cas de la technologie. Par exemple, on parlait de planification de la demande. La technologie permet de générer des prévisions qui sont plus précises pour la majorité des produits, ce qui permet de se concentrer sur les exceptions, sur les produits qui demandent plus d'attention, plus d'intervention humaine. Au niveau, la technologie rend aussi possible des opérations comme la réception de marchandises plus facile parce que ça permet une visibilité accrue sur les fenêtres de livraison, par exemple, sur les produits réceptionnés. Ça nous met en communication constante aussi avec les transporteurs, avec les fournisseurs. Au niveau approvisionnement, la technologie permet d'automatiser certaines activités, comme la création de bons de commande, par exemple, ce qui libère du temps à nos employés, à nos professionnels, pour
les consacrer à des tâches qui sont un peu plus à valeur ajoutée. La négociation d'entente stratégique, le développement de relations fournisseurs. Tu sais, on parlait des défis au niveau de la base de fournisseurs. Bien, c'est justement, on prend plus de temps à être en contact à ce niveau-là. Donc, la technologie, si elle est bien choisie, implantée et utilisée, ça peut être un levier puissant pour l'optimisation, par ailleurs, de nos chaînes d'approvisionnement. Voilà. Je prends la parole un petit peu. Je tourne l'attention vers M. Boivin, ici. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur de la région, comment vous voyez l'intérêt des organisations du Saguenay-Lac-Saint-Jean à intégrer la technologie pour supporter les changements actuels, notamment au niveau de la pénurie de main-d'œuvre? Oui, c'est ça. Ben, tu l'as bien expliqué. Je pense que la technologie est là pour aider, pour réduire le nombre de personnes nécessaires à accomplir une tâche. Donc, s'il y a un gain de productivité à amener des nouvelles mesures de contrôle, de prise d'inventaire pour simplifier le travail, bien, on va sauver sur les heures dédiées à ces tâches-là pour notre personnel, puis on va pouvoir les affecter ailleurs. Chez nous, on a déjà mis pas mal de sous dans ça, puis ça fonctionne, mais ça va toujours prendre quand même des humains pour faire fonctionner ces systèmes-là. Fait qu'on s'en sort pas au niveau de la main-d'œuvre. Je pense que les défis vont rester, peu importe la technologie qu'on va mettre en place, la mise en place du numérique. Puis, on regarde au niveau de l'emploi du secteur numérique, on voit que tout le monde est en recherche de candidats. Le défi de la main-d'œuvre va être là aussi. Merci. Je retourne vers le professeur Bouchard. On sait que les entreprises actuellement là, sont très ambitieuses. Évidemment, toute entreprise veut demeurer compétitive et assurer une certaine pérennité. Quelles seraient les solutions à mettre en place là, rapidement pour que les entreprises de la région, là, dans l'optique de transformer cet enjeu-là en un avantage concurrentiel? Donc, comment prendre un problème à le transformer en une solution? OK. J'aurais beaucoup de choses à dire. En fait, si on regarde juste au niveau de la chaîne logistique, je pense que c'est le temps pour les entreprises d'ici de développer des partenariats avec des fournisseurs, de faire en sorte de créer ce qu'on appelle des relations gagnant-gagnant. C'est nécessaire que les membres de la chaîne logistique partagent des ambitions, des intérêts communs et que pour mettre en place des solutions, justement, quand il y a des événements comme on connaît, qui peuvent survenir. C'est hyper important aussi d'être en mesure de développer la communication constante et régulière avec les membres de notre chaîne logistique, et ça à tous les niveaux. Ça va permettre, donc évidemment, ça va demander des outils d'information et ça va demander des outils de planification partagés entre les différents intervenants de la chaîne Donc, logistique. la technologie, encore une fois. La technologie. Ce qui est important aussi, c'est que nos entreprises soient en mesure de faire le partage d'informations. Et il faudra absolument que chacun des individus dans notre chaîne d'approvisionnement, à chacun des niveaux, puisse avoir accès en tout temps aux informations des prévisions de vente, des informations sur les ventes, sur le niveau des stocks, sur les pénuries imminentes, sur différents événements qui peuvent avoir un impact sur le flux de nos produits dans notre chaîne d'approvisionnement. D'avoir ces éléments d'information-là sur la demande finale, ça va aussi permettre d'élaborer des plans puis de faciliter la synchronisation dans notre chaîne d'approvisionnement. Puis il y a aussi toute la gestion des risques, d'être capable de gérer et d'anticiper, puis d'être capable de trouver des solutions alternatives quand il y a des événements qui surviennent. Donc, la gestion des risques, c'est vraiment nécessaire. Je pense qu'il faut que je m'arrête, mais il y a beaucoup de choses qu'on observe dans les entreprises actuellement et au niveau de l'utilisation de la technologie, des équipements qui sont des logiciels de gestion intégrés qui sont utilisés, mais sous-utilisés par manque de formation pour les utiliser adéquatement. Donc, c'est un gros problème qu'on observe énormément. Je vous laisse là-dessus. Merci.